Alors bonjour, dans ce sujet, je voudrais vous présenter, vous parler des fers Wishon. On n'en parle pas assez souvent. C'est une marque qui se trouve être commercialisée la plupart du temps par des club makers, des club fitters. Donc c'est des produits qu'on ne trouve pas forcément dans des magasins de golf, qui ont plutôt tendance à proposer des produits type Callaway, TaylorMade et Ping. Et chaque année, Callaway, TaylorMade, Ping et toutes les marques vous proposent des nouveaux clubs en arguant d'innovation. On a pu voir dans certains des sujets déjà développés que en matière de club de golf, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent changer. Je rappelle que c'est des produits qui subissent une législation, que ce soit au niveau des rainures, que ce soit au niveau des dimensions. Donc c'est très très compliqué de révolutionner la poudre, j'ai envie de dire. Donc je vais vous présenter deux clubs aujourd'hui, deux produits de la marque Wishon, donc je me répète. Le premier, c'est le 565 MC et le second, le 575 MC. Donc c'est MMC, pardon. Donc c'est deux fers qui sont, selon Wishon, qui finalement est à l'origine un club maker qui quelque part s'est transformé de club maker en fabricant de clubs de golf. Il a tout simplement commencé à faire ses propres clubs pour les proposer à ses clients. C'est un Américain, Tom Wishon, et en France, vous avez un certain nombre de club makers qui se sont mis à vendre ces produits. Alors, au-delà du fait que peut-être certains d'entre vous pourraient être un peu effrayés par l'idée de dire ah bah c'est des clubs de fitting, c'est pas pour moi, etc. C'est un peu dommage de penser ça parce que Wishon c'est une des marques qui propose le plus d'ajustements en général sur le marché. On l'avait vu au sujet du driver, là, le dernier driver qu'on avait testé sur MyGolfMedia, c'est un des produits les plus ajustables du marché et en plus un des plus performants. Et toujours pour parler de la tête de driver, c'était un produit qui avait peut-être déjà 8 ou 10 ans et donc aussi performant, voire meilleur que des produits qui sortent tous les ans dans les autres marques. Donc pour les fers, là ce qui m'a intéressé, c'est de vous présenter donc deux fers qui sont très semblables. Chez Wishon, ils les décrivent tous les deux comme des produits forgés. Alors je vais commencer par le 565 MC. Voilà la cavité un petit peu à l'arrière. Moi, j'ai toujours un problème de définition sur le terme de forger. Pour moi, le processus de forge d'un club de golf ne s'applique en fait qu'à un seul type de produit, la lame, parce qu'en réalité, donc, la presse va venir, presser quelque part le billet d'acier pour transformer dans un moule le club, et il n'y a pas plus d'opération que ça. C'est ça pour moi, je peux me tromper, mais en tout cas, de ce que j'ai compris du matériel de golf depuis plus de 12 ans, c'est que le principe d'un club forgé, c'est qu'il y a la forge, entre guillemets, la pression va se faire en quelques opérations, pas plus complexes que ça. Ici, ce qui me fait dire être un peu en délicatesse avec la définition de produit forgé, parce que là, Wishon me dit que c'est un produit forgé, alors sans doute que la face est forgée, peut-être que le corps est forgé, mais ce qui me pose un petit peu question, c'est qu'ici, la cavité, elle est creusée, et même, il y a cette pièce qui a été rajoutée dans le processus, en tout cas qui a été fabriquée pendant le processus, qui ici a une vocation précise, et c'est très bien expliqué par Wishon, c'est de permettre d'avoir un meilleur rendement dans la zone précise de la zone d'impact. Donc pour améliorer une donnée qu'on connaît bien maintenant, puisqu'on la mesure au TrackMan, c'est le smash factor. Alors, hormis ce sujet-là, ce qui est intéressant avec cette tête, c'est que globalement, elle a une top line plutôt fine, et un peu d'offset. Donc c'est pas le club qu'un golfeur qui souffrirait de slice devrait choisir en premier parce que c'est pas forcément le club qui présente le plus d'offset au niveau de sa tête. Bon, entre guillemets, c'est un club qui est pas une lame, mais qui se rapproche quand même d'un ce qu'on appelle un cavity bag. Donc c'est plutôt un club qui pourrait être pour plutôt des bons joueurs, des joueurs qui ont une bonne régularité en termes de centrage de balle et qui cherchent à donner des effets. Alors, j'ai testé ce club. Moi, je vous propose, en termes de test aujourd'hui, on va utiliser pour les deux têtes un seul et même shaft. J'ai pris on en a déjà parlé sur MyGolfMedia, un steel fiber de Aerotech, le I95 en régular. Et comme toujours maintenant, on pèse les clubs, on mesure le swing weight. Bref, on regarde aussi la longueur du manche. Parce que tester des clubs sans regarder les caractéristiques d'un club dans le détail, ça ne rime à rien. Alors je sais que certains d'entre vous sont férus de tests qui peuvent être faits ailleurs, qui sont faits en dépit du bon sens. Ici, je suis désolé, on fonctionne avec un TrackMan 4 qu'on a acheté, on est dans un studio d'essai, on utilise des balles de qualité, on est rigoureux. Alors je sais bien qu'à côté, on peut faire des choses un peu pathétiques, mais ici, c'est la rigueur.
C'est la rigueur. Et donc, sur le premier test, ce que je peux vous dire, c'est que cette tête, donc la 565 MC, je l'ai montée sur ce shaft Aerotech et ça donne quoi? Ça donne 37 inches de long. Donc, c'est du classique, standard. Là, je n'ai pas cherché à faire des trucs alambiqués. Par contre, les informations qui sont importantes, c'est que l'équilibrage de cette tête avec un manche régular classique, ça nous donne un C7. Donc, ça veut dire une impression. Le swing weight, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est du domaine du perceptif. Le C7, ça veut dire que le poids ressenti est plus proche des mains que plus proche de la tête. C'est-à-dire que clairement, on a l'impression d'avoir un club léger en tête quand on est sur du C7. La deuxième information capitale, j'ai pesé le poids total du club, 410 grammes. Pourquoi c'est important? Parce que, à nouveau, je suis désolé de le dire, et je sais que certains lecteurs ne l'apprécient pas, mais je vais le répéter, un club de golf, ce n'est pas une baguette magique, c'est le golfeur qui swing, ce n'est pas le club qui swing. Cela étant, et je m'inscris en faux avec le marketing de la plupart des grandes marques qui racontent des histoires à dormir debout, et je suis attristé qu'un certain nombre de personnes puissent écouter ça sans apprendre aucun recul et aucune analyse des choses. Un club de golf, c'est des caractéristiques. C'est un poids, c'est une longueur, c'est un loft, c'est un lie, c'est beaucoup d'éléments, alors qui peuvent vous paraître abscons a priori. Il faut peut-être prendre un petit peu de temps, essayer de regarder ça sans être effrayé par les chiffres. Mais un club de golf, c'est d'abord ça. C'est d'abord un swing weight, c'est d'abord un poids, etc., etc. Et quand on teste des clubs et qu'on compare des clubs et qu'on ne prend pas ça en considération, c'est faire n'importe quoi. Donc là, on a un club qui, comparativement au second, je vais parler du 565 MC, maintenant le 575 MC, que je trouve personnellement un peu plus joli, qui est toujours un club dit forgé par Wishon. J'ai toujours du mal avec cette définition parce que derrière, on a une cavité qui est un peu creusée. Pour moi, il y a eu plus qu'une seule opération. Il y a eu plusieurs opérations de fabrication. Donc c'est pour ça que je suis un peu gêné par rapport à ce terme qui est usé et abusé dans le domaine de l'industrie du golf. Cela étant, c'est un très joli club. Je le trouve plus joli personnellement que le précédent. Et les différences, elles existent. Mais alors, je vais vous surprendre, elles ne sont pas au niveau du loft. Les deux clubs proposent un loft de 34 degrés. 34 degrés aujourd'hui, si on regarde dans les grandes marques, c'est pratiquement hyper rare. C'est que sur les lames ou les cavity back, et encore même plus sur les cavity back des grandes marques. La plupart des produits standards aujourd'hui vendus sur le marché sont dans des lofts qui sont dégradés par rapport à cette notion de 34 degrés. Donc on peut se dire, mais Wishon, ils prennent un gros risque par rapport au marché de ne pas être finalement dans cette tendance. Donc là, dans les deux clubs, on a 34 degrés. Ce n'est pas ça qui va créer de la performance. Et vous allez voir que ces deux clubs, ils proposent de la performance. C'est étonnant quand même. Donc, ce qui est intéressant avec ce club, la différence, c'est qu'il est un poil plus léger parce qu'il est plus compact. Enfin, pardon, la tête, hein, parce qu'on est j'ai testé sur le même manche. Donc, on a une tête qui est légèrement plus compacte et ça va être la principale différence. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 10 grammes d'écart sur le poids total du club. Donc, les 10 grammes, ils sont forcément dans la tête. Donc, le club qu'on teste ici fait 400 grammes. Ça a un impact immédiat sur le swing weight puisque le manche est lui aussi n'a pas changé, donc c'est toujours 37 inches de long. Donc là, le swing weight du deuxième produit, pardon de ne pas le connaître par cœur, c'est D1. Donc j'ai deux clubs très similaires. Vous pourriez être vous-même en train de tester des clubs, vous dire mais les deux têtes sont très très proches, après je préfère une ou une autre, mais c'est très proche. Mais il y a des différences, et ces 10 grammes de poids d'écart génèrent un swing weight différent. Ça veut dire que là, le D1 me donne l'impression d'avoir un peu plus de poids en tête. Après, il y a quand même d'autres différences. Quand je dis que le club est plus compact, ici la top line, donc la partie au-dessus du club, est un peu plus fine. Donc c'est un club qui va vous donner l'impression d'être un petit peu plus exigeant, même si ce n'est qu'une impression, et on va voir maintenant les résultats. Alors, derrière moi, j'ai tapé une huitaine de balles, je m'étais chauffé avant, bref, pour tester cette première tête, je répète, la 565 MC. Je n'ai pas cherché à créer une vitesse de swing extrême. Hein. J'ai une vitesse de swing qui va me servir de référence pour ce test autour de 72 miles par heure. Ce n'est pas ça qui est franchement important. Et je voudrais vous rappeler quelques grands paramètres par rapport à ce qu'on doit trouver dans un test. Parce qu'à nouveau, on peut se perdre en conjecture, mais un club de golf, ça ne fait pas des miracles, ce n'est pas une baguette magique, ça doit permettre de tendre vers un type de trajectoire. Il y a deux grands paramètres à suivre sur un club de golf quand vous allez le tester de votre côté. C'est le smash factor qui va être
la note, et ça celle-là elle est pertinente, de transfert d'énergie de votre swing à la balle. Donc plus cette note est élevée, plus ça veut dire que vous transférez de l'énergie et plus c'est positif. En contrepartie, il y a une autre information qui est importante pour un fer, et un fer 7 en particulier, c'est l'angle d'atterrissage. Pourquoi ? Un club de golf, c'est pas fait pour taper le plus loin possible, et en particulier un fer 7. C'est fait pour atteindre une cible. Et donc, transférer beaucoup d'énergie, c'est important, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire de la distance, mais on a besoin que la balle suive une trajectoire avec un angle d'atterrissage qui soit cohérent avec le fait de poser une balle, en particulier sur un green ou dans une zone, et que cette balle puisse s'arrêter relativement rapidement proche de la cible. Pour un fer 7, la norme, c'est pas moi qui l'édicte, elle a été d'ailleurs définie par TrackMan sur la base des joueurs du PGA Tour, les meilleurs du monde. L'idéal pour un club en termes de fer 7 pour un smash factor, c'est 1,33. Et l'angle d'atterrissage, c'est entre 47 et 50 degrés. C'est des données que nous, les amateurs, on a beaucoup de mal à atteindre parce que nous n'avons pas les swings des joueurs professionnels, notamment la vitesse. Et la vitesse de swing contribue énormément à ces chiffres. Cela étant, ça nous sert de référence pour ne pas dire n'importe quoi. Ce club 565 MC, c'est pas très compliqué de savoir ce qu'il nous promet sur ce manche Aerotech, je répète, régular. I95, donc plutôt, on va dire, modérément léger. J'ai obtenu, sans chercher les miracles, on va taper très fort, 1,37 de smash factor. Donc on est sur un club qui donne, dans ce setup avec ce manche, plus d'énergie que ce que la norme nous permet de viser. Et pourtant, le loft est de 34 degrés, quand ces chiffres-là sont plutôt sur des clubs de grande marque. 1,37 de smash factor, on va avoir ça sur des clubs pour golfeurs en progression, par exemple des fers avec un loft de 30 degrés. Donc il y a 4 degrés d'écart entre ce Wishon et puis des clubs du marché standard, et pourtant on a autant, voire plus de smash factor. Donc ça doit interpeller. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un miracle et que Wishon fait mieux que les autres. Ça veut probablement dire que le setup que j'ai essayé, que le manche, avec un shaft régular, a permis d'avoir cette performance. Et ce qu'il faut que vous regardiez quand vous faites vous-même vos choix de club, c'est qu'est-ce que vous avez testé, quelle était la vraie rigidité du manche, la tête, etc., son poids, etc. Donc là, on est sur quelque chose qui est performant. En contrepartie, et c'est un peu surprenant pour une tête 34 degrés de loft, on a un angle d'atterrissage de seulement 42 degrés. Bien entendu, c'est lié à ma mécanique de joueur, mais moi aussi, sur des clubs avec un loft de 34 degrés, je suis capable d'avoir pas loin de 47 degrés d'angle d'atterrissage. Donc c'est bien là le setup de ce club qui produit plus de vitesse de balle, plus de puissance et un peu moins de contrôle par rapport au test que j'ai produit. Donc ça, c'est les deux premières informations importantes. Quelque part, j'ai envie de dire, on s'en fiche de la distance parce que c'est moi qui ai tapé. Si c'est vous, vous aurez d'autres distances, etc. Là, on a 127 mètres au carré, 138 mètres en distance totale. La seule chose que ça nous dit, ça nous dit qu'il y a un écart de près de 11 mètres, presque 12 mètres, entre le moment où la balle se pose et elle roule. C'est trop pour générer beaucoup de contrôle. Par contre, c'est intéressant pour quelqu'un qui cherche à atteindre des greens en comptant sur la roule parce qu'il a besoin de distance. Son problème, c'est pas tant d'arrêter les balles au drapeau, c'est plutôt de les atteindre avec une balle qui finit vers le drapeau. Et c'est pour ça que je parle souvent de projet de jeu. On ne choisit pas un fer selon son index. Ça n'a rien de pertinent. D'abord parce que l'index d'un golfeur, c'est la composition de son index au drive, son index avec les fers, son index au petit jeu et son index au putting. Donc quelqu'un qui dit « moi je suis 15 d'index et je vais choisir tel fer », il omet complètement de se dire que peut-être qu'au niveau du jeu de fer, il est 30 d'index. Et que par contre au drive il est 2 et qu'au petit jeu il est 14 et qu'au putting il est 0. Donc on ne choisit pas un club de golf en se disant « ah, moi je suis 15 d'index, je prends celui-là ». Ça ne rime à rien. Là, ce qui est important, c'est le projet de jeu. C'est quelle est la hauteur de trajectoire, le type de trajectoire que je veux faire. C'est est-ce que j'ai besoin d'offset pour contrer un chemin de club qui me génère du slice. Ça, c'est un premier paramètre. Et le deuxième, c'est quelle hauteur de balle je veux donner et quel pouvoir stoppant je veux avoir à la balle. Est-ce que je veux avoir 42 degrés d'atterrissage ou 50 ? Et il y a la possibilité de le trouver. Je pense que les club fitters ne sont pas là pour le... Mais je suis sûr que si on les interroge, ils diront oui, on peut trouver pour chaque golfeur des trajectoires qui correspondent à son projet de jeu.
Donc voilà pour la 565 MC. Je peux juste rajouter quand même, encore une fois, les données optimisées. Le TrackMan nous permet de faire ça. Pour que vous puissiez vraiment, j'illustre jusqu'au bout ce que peut faire ce club. Et bien, ce club, en fait, pour ma vitesse de club que j'ai produite, j'aurais dû faire 121 mètres au carré. C'est ça les données optimisées. J'ai fait 126. Donc ce club m'a fait gagner 5 mètres par rapport à ce que moi je suis capable de générer. Et pourquoi il me les a fait gagner ? Parce que je n'ai pas eu assez de spin globalement. Donc ça rejoint l'angle d'atterrissage de la balle. J'ai peut-être pas créé assez de vitesse. Donc là c'est lié à ma mécanique. J'aurais dû swinger beaucoup plus vite pour créer plus de spin. Donc il manque un peu de spin, on peut le voir ici. Par contre, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pas pris, j'ai pas prémédité ce test. C'est que j'ai pratiquement toutes les autres valeurs importantes pour optimiser un club de golf qui sont presque tout de suite dans les bonnes valeurs. La vitesse de balle est bonne, l'angle de lancement est bon, la hauteur de balle est bonne, et le spin loft est bon. Juste l'angle d'attaque, je suis un peu borderline, je n'ai pas assez compressé la balle vers le sol. Alors vous imaginez, je n'ai pas assez développé d'angle d'attaque, et j'ai pourtant un smash factor super élevé, puisque le smash factor, c'est aussi lié au loft du club, à l'impact, ce qu'on appelle le loft dynamique. Et ici, pour ce test, je rappelle, le loft de base, c'est 34 degrés, et moi, avec ma mécanique, j'ai généré 26 degrés de loft dynamique. Donc j'ai enlevé, par un mouvement quand même descendant, 8 degrés de loft au club. Donc, si j'avais fait encore plus, avec un angle d'attaque peut-être encore plus prononcé, j'aurais eu un smash factor encore plus important. Donc en résumé sur cette tête, elle est vraiment super intéressante. Elle est hyper performante. Et comme aujourd'hui, je comprends bien que la plupart des golfeurs ne sont pas dans la recherche d'arrêter de donner du backspin et d'avoir des balles qui se posent à 140 mètres et puis qui redescendent de 2 mètres, et que la plupart du temps, vous cherchez des trajectoires plutôt tendues pour aller chercher de la distance supplémentaire. Ce club-là, c'est ce qui va vous amener. Le deuxième test, avec la deuxième tête, la 575 MMC, je répète, 10 grammes plus légère, un peu plus compacte, mais ce n'est pas des écarts spectaculaires. On retrouve et à nouveau, je ne l'ai pas dit dans la version précédente, mais j'ai centré les balles. Donc là, c'est un test avec des balles centrées dans la face. Je ne me suis pas amusé à mettre des balles partout sur la face. Smash factor 1.36, il y a un écart infime avec la présente tête, mais il y en a un. C'est-à-dire que cette tête-là, un peu plus compacte, un peu plus petite, génère un peu moins de rendement, c'est logique. Elle est aussi un peu plus légère. Ça joue là-dedans. Ça a joué d'ailleurs dans la vitesse de club. J'ai donné la même intensité. Néanmoins, en moyenne, je suis passé 1 miles par heure moins vite. Et on peut considérer que l'ensemble un peu plus léger, les 10 grammes de moins, ont joué là-dedans. Donc, ensuite, l'autre information, qui est étonnante, toujours pour une tête 34 degrés de loft, c'est qu'on a un angle d'atterrissage hyper comparable, 43 degrés. Donc, je suis un peu loin de la valeur entre 47 et 50, avec le même swing, etc. Presque, pas tout à fait le même club. À nouveau, on a 12 mètres d'écart entre le carré et le total. Dans les données optimisées, on retrouve sensiblement la même problématique qu'avec le premier club, c'est-à-dire qu'il manque du taux de spin, ce qui est logique parce que quelque part, je n'ai pas swingé assez vite. Pour donner beaucoup de spin à la balle, c'est quand même une donnée qui est en corrélation avec la vitesse de swing. C'est pour ça que les pros donnent beaucoup de donnent beaucoup de spin parce qu'ils ont des vitesses de swing très élevées. Par rapport à ça, par contre, l'angle de lancement était bon, la hauteur de balle est bonne, la vitesse de balle est bonne, le spin loft est bon, et à nouveau, je n'ai pas encore donné assez d'angle d'attaque, ce qui veut dire que j'aurais pu encore donner encore plus de smash factor si j'avais encore attaqué encore mieux la balle vers le sol. Donc en résumé, ces deux clubs présentent de légères différences, mais c'est ce qu'on cherche dans un club de golf. C'est-à-dire que c'est pas, à part de tester des choses extrêmes, et on trouve des résultats extrêmes, là on a testé deux produits qui pourraient être en bagarre dans un choix, dans un fitting pour vous, entre une tête 565 MC et une 575 MMC, où c'est l'esthétique, c'est-à-dire au regard, le club sous vos yeux, vous allez vous dire « Ah, je préfère cette top line, je préfère cette forme de lame, la longueur de la lame ». Bon, il y a un débat. Et ce petit débat va générer 2 mètres d'écart en distance. Ce n'est pas forcément ça qui va vous faire choisir ou pas un club, ce n'est pas forcément les 2 mètres. Ce n'est pas non plus peut-être le smash factor qui est très très proche. Ça va être à nouveau comment vous gérez ce club avec votre swing. Moi, ce qui me fait dire que la 565 MC était mieux pour moi, au-delà du fait qu'il y avait un peu plus de smash factor, c'est que la tête un peu plus lourde m'a permis d'un peu moins disperser les balles. C'est le dernier élément à regarder au cours d'un test, c'est ce qu'on disperse. Et là, il y a un petit écart. Il n'est pas spectaculaire, mais il y en a un.
avec la 575 MMC, eh ben, j'ai un peu plus dispersé à gauche et à droite qu'avec la précédente. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'il faut regarder. Je suis désolé dans ce sujet d'avoir été un peu offensif par rapport à ce qu'il faut regarder ou ne pas regarder. Je lis et j'entends beaucoup de bêtises sur le matériel de golf. Je suis assez souvent critiqué sur ma méthodologie, mon mode de fonctionnement. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre des clubs. C'est pas mon métier. Je ne travaille pas pour Wishon, je ne travaille pas pour TaylorMade, je ne travaille pas pour Callaway. Je travaille pour vous et on a mis des moyens considérables en place pour pouvoir tester le matériel de golf sans égal, je suis désolé de le dire, un TrackMan, un centre de test, des outils de mesure, etc. On va des fois jusqu'à mesurer les lofts réels des clubs, etc. pour savoir si ce que les marques disent sont pertinents. Donc voilà, il n'y a pas que les grandes marques dans la vie qui changent tous les ans de produits qui en fait ne changent pas. Je suis désolé de faire de la peine à tous ceux qui croient au marketing. Et vous avez des produits relativement anciens qui fonctionnent aussi bien, voire mieux, et qu'il faut peut-être parfois regarder parce que la vérité n'est pas que dans les grandes marques. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet sur MyGolfMedia.